Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on commence cette émission en ouvrant une page de notre actualité. On va vous parler de ces illuminations de Noël, puisqu'il y a 2 semaines, Tony Estanguet inaugurait les illuminations de Noël à Paris en faisant un clin d'œil aux JO. Les Champs-Élysées et toute la capitale ont revêtu leurs habits de lumière pour les fêtes de fin d'année. Un avant-goût de Noël très prisé par les Parisiens qui se pressent nombreux dans les rues marchandes et devant les vitrines des grands magasins pour découvrir émerveiller les décorations choisies cette année, et ce malgré les enjeux de sobriété énergétique. On y reviendra également tout à l'heure avec nos invités. En culture, Entier, c'est le nouveau spectacle de Didier Bénureau, un seul en scène féroce, tordu, odieux et parfaitement hilarant. C'est au studio des Champs-Élysées, on en parle au moment de cet entretien culture. De la conso et ce qui vous concerne en Ile-de-France cette semaine avec UFC Que Choisir, on se penche sur la péremption de nos médicaments, alerte au gâchis. Et je vous propose qu'on ouvre cette édition avec les images magnifiques du coup d'envoi des illuminations sur les Champs-Élysées, lancement opéré par Monsieur Gillot, Tony Estanguet, qui a déclenché la féerie de Noël et par là même le scintillement des 400 arbres de la plus belle avenue du monde. Paris a mis ses habits de lumière et on va en discuter avec nos invités en plateau. Marc-Antoine Jamay, vous êtes président du comité des Champs-Élysées et du jardin d'acclimatation, on y reviendra bien sûr. Valérie Chalessin, vous êtes directrice marketing du BHV Marais. Thierry Véron, on ne vous présente plus, président de l'association des commerçants parisiens. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se tourne vers Thomas Hennequin pour évoquer avec vous, Thomas, la petite histoire des illuminations de Noël et puis les dernières évolutions, bien sûr. Oui, déjà Victoire, il faut remonter quelques siècles en arrière et plus précisément à la fin du 19e siècle. C'est à cette époque que l'éclairage électrique naît. Mais attention Victoire, pas partout, on parle des lieux très touristiques, très fréquentés, les sorties de théâtre et les balades publiques. À quel moment est-ce qu'il y a un vrai changement, un moment de bascule ? En fait, dans ces années-là, les expositions internationales sont très puissantes, on en parle beaucoup, et c'est en 1881, à Paris, avec l'exposition internationale d'électricité, que les choses vont changer. L'électricité devient alors un service universel. Depuis quelque temps déjà, on parle de différents moyens d'éclairer qui apparaissent. On peut parler des lanternes jusqu'en 1763, des réverbères, des lanternes à gaz ou encore des becs à gaz. Mais là, on ne cherche plus à simplement éclairer les lieux fréquentés, même les petites rues étroites deviennent éclairées, et ici aussi pour renforcer la sécurité des citoyens. Et la lumière, Thomas, elle commence à jouer un rôle majeur pour les commerces notamment. Ah ça c'est sûr Victoire, hein. Qui ne s'est jamais arrêté devant une belle vitrine, les yeux émerveillés, enfant ou grand, je pense que tout le monde a déjà vécu ce moment-là. En 1840, la place de la Concorde et les Champs-Élysées sont les premiers lieux embellis par des jeux de lumière. Et pour les premiers grands magasins parisiens, on peut attendre 1883 avec Le Printemps, qui est le premier magasin embelli avec les décorations de Noël. Alors après ce retour historique, Thomas, sur les illuminations de Noël, vous allez nous parler de la sobriété énergétique d'une des plus grandes avenues du monde. Je pense qu'il faut lancer un petit peu de musique. Vous nous mettez dans l'ambiance. Évidemment. Oui. Comment ne pas parler des décorations de Noël sans parler des Champs-Élysées? C'était du Jodassin évidemment. La plus belle avenue du monde se doit de briller dans ces moments-là, mais pas à n'importe quel prix. Attention, hein, le comité des Champs-Élysées fait attention aux coûts énergétiques. La preuve, entre 2006 et 2023, la consommation énergétique des Champs-Élysées a baissé de 98%. Un travail mené en partenariat depuis 2007 hein, avec une entreprise française, Blacher Illumination. Alors techniquement, Thomas, comment est-ce qu'on arrive à avoir le même résultat, c'est-à-dire à garder la magie de Noël, les festivités au rendez-vous en réduisant la consommation? C'est vrai qu'on peut se poser cette question et Julie Taton, qui est directrice de Blacher Illumination, ressort, elle, 2 solutions. La première, l'utilisation de LED animés et pilotables à distance. Ces LED sont plus économes et donc leur utilisation est réglable à tout moment, ce qui est intéressant. Et le deuxième élément, c'est que les scénarios des spectacles sont adaptés pour éviter que les LED soient allumés sans arrêt. Un vrai avantage hein, quand on sait que tous les soirs, pendant plusieurs heures, les illuminations sont allumées et donc coûteuses en énergie. Une information de plus, Victoire, Johan Hugues, co-directeur de l'entreprise française, parle de 50 à 60 € par jour de consommation électrique, un prix qui est globalement raisonnable quand on pense quand même à toute la structure qu'il faut mettre en place. En résumé, hein, je vous conseille d'arpenter la plus belle avenue du monde. Vous y verrez même le plus grand sapin de Paris, 13,50 m de haut.
Merci beaucoup Thomas pour ce retour sur finalement la petite histoire des illuminations, notamment de Noël à Paris, en Ile-de-France. Et puis partout, on sait que ça lance la période de Noël, ça lance les festivités, temps fort de l'année, le coup d'envoi des illuminations sur les Champs-Élysées. Un spectacle magnifique. C'est une tradition presque. C'est une tradition, mais c'est une tradition qu'il faut faire évoluer, parce que si on se contentait d'appuyer sur un buzzer, je crois qu'au bout d'un certain temps, on en aurait un peu assez. Évoluer technologiquement, mais évoluer également en termes de spectacle. Faire qu'on vienne, qu'on s'amuse, qu'on apprenne, qu'on découvre, qu'on soit émerveillé. C'est les vitrines de Noël, c'est une fabrique de souvenirs. Il faut que les enfants en aient plein les yeux, mais que les parents soient contents aussi. Compliqué. Il en faut pour tous les goûts. Tous les goûts, les vieux, les grands, les petits, tout le monde. Cette année, Tony Estanguet comme parrain, une fête réussie avec un clin d'œil au JO. Est-ce que la magie a opéré? La magie a opéré parce que c'est la magie d'un magicien. Il avait déjà réconcilié la France avec le monde, Paris avec la France, et un petit peu les Champs-Élysées avec Paris. Donc c'était beaucoup. Et là, le sourire éclatant de Tony Estanguet, qui, vraiment, good vibrations, il n'y a pas d'autre mot. Il diffuse du bonheur, de la magie, de la joie. Et ça a marché parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour le voir, et pour voir Santa aussi. Il faut reconnaître. Parce que par terre de stars, pour finalement, c'est un coup d'envoi. Comment on appelle ça, une cérémonie d'inauguration? Parce que c'est une vraie cérémonie. Il y a un rituel, s'il n'y a pas de buzzer, ça ne marchera pas. Il faut les enfants des Petits Princes, c'est absolument indispensable. Ces deux petites filles merveilleuses qui appuient avec nous, ça permet aux élus de la ville de Paris, une association qui réalise le rêve d'enfants malades et qui réalise un rêve fou. Puis les petites filles, elles nous permettent, avec Anne Hidalgo, on a remis un peu de, d'ordre et de discipline dans le Conseil de Paris, parce qu'on dit toujours qu'on va être 3 à monter, puis je ne sais pas comment, mais on se retrouve à 50. Et parmi eux, il y a bien 45 élus. Donc les petites filles, moi et Madame Hidalgo, plus Tony Estanguet qui n'est pas mauvais en sport, qui n'aura pas mis un coup de pagaie, mais qui aurait pu, on a réussi à rétablir l'ordre et à allumer au bon moment. En effet, en entendant, pardon, on est un peu tartignol, il faut bien le reconnaître, les Champs-Élysées de Jean Dassin, si on n'avait pas eu ça, on serait triste. Mais c'est aussi ça qu'on aime, attendez, on aime si on pour ne ça. l'avait pas, les gens sont déçus, donc il faut à tout prix... Côté traditionnel aussi qui est important. C'est recherché, c'est attendu. Tout à fait, tous les ans. Et en fait, c'est quelque chose de très important parce qu'on est dans une époque aussi où c'est la morosité, l'inquiétude. Et du coup, tous les ans, le fait d'avoir des rues illuminées, des vitrines illuminées, ça redonne un peu de vie à tout le monde, de confiance et de se faire plaisir, de faire plaisir surtout en achetant des cadeaux et en allant dans des rues illuminées. Et c'est pour ça qu'en fait, plus on a de rues illuminées aussi sur Paris, plus la magie opère. Plus la magie opère, et aussi bien pour les clients que pour le commerce. Valérie Chalessin, qu'est-ce que vous pensez finalement de ce coup d'envoi? Est-ce qu'il lance une période particulière, une période inédite dans l'année, où on rentre dans un autre état d'esprit, on se conditionne à être dans la période de Noël? On vient de parler de l'achat des cadeaux, évidemment, et c'est un incontournable pour vous également au BHV. Mais est-ce que ça met tout le monde dans une disposition d'esprit particulière? Je pense aussi à vos employés. Alors, pour nous, c'est pareil aussi. Le coup d'envoi de Noël, c'est le rendez-vous attendu chaque année. Et je vous rejoins, c'est chaque année un spectacle. Tout à fait. En soi. Et donc nous, on veut que ce soit un spectacle pour tous, pour les Parisiens, pour nos clients. Et c'est pour ça qu'on veut que ce soit très fédérateur, très joyeux, porteur d'émotions aussi, parce qu'on se crée des souvenirs, on vient vivre un moment magique dans la période de Noël, et ce coup d'envoi, donc nous on coupe la circulation sur la rue de Rivoli, donc c'est aussi très impressionnant quand il n'y a plus de circulation et qu'on est face à ce grand magasin. Oui, ça permet de prendre un peu de recul, parce que souvent on n'a pas ce luxe-là dans le quotidien. C'est pas mal sur les Champs-Élysées non plus. Voilà, donc je pense que nous avons les mêmes problématiques. Je dirais, plus on a de monde, et c'est des milliers de personnes qui viennent vivre ce moment et qui attendent et qui sont là parfois même des heures avant le coup d'envoi pour être le mieux placé pour vivre l'expérience. Donc comme vous, on a aussi nous des stars et un show son et lumière sur la façade pour que tout le monde en profite. Donc cette année, on a eu un c'est vrai, par terre de stars, un vrai show qui est proposé dans cette périodicité de Noël, à chaque fois avec des visiteurs qui sont très nombreux, des Parisiens, des Franciliens, mais aussi des touristes qui sont très demandeurs de ce Noël à la française. Est-ce qu'il y a une renommée
française en la matière? J'ai l'impression que oui. Il y a 2 moments dont je me souviens. D'abord, Clara Luciani, quand on a repris après le Covid. Je crois qu'elle a fait tous les journaux télévisés de la planète. Le Japon, la Chine, les États-Unis, c'était la France et Paris renaît. Et là, ce qui est assez beau, c'est avec Tony Estanguet, on a fait la NHK, on a fait CNN. Ça intéresse vraiment les médias internationaux. Parce que c'est un peu comme, vous vous souvenez, le 31 décembre, on attend Sydney, il n'y a pas d'autre mot. Si sur le pont de Sydney, il n'y a pas un feu d'artifice extraordinaire. Je suis complètement d'accord. Moi, je regarde beaucoup Times Square aussi. On est malheureux. Oui. Ça vient après. Avec Sydney, ça ouvre le bal. Ils sont le premier à passer. Et là, il y avait 150 000 personnes, dont 60% de Parisiens sur le 24 novembre. Et quand on dit normalement qu'il y a 2 Parisiens qui se promènent sur 100 personnes sur les Champs-Élysées, ce qui n'est pas très gentil, là, 60% de Parisiens. Et énormément de journalistes, énormément de presse, énormément de reprises. C'est un moment joyeux pour le monde entier. Et un moment symbolique, c'est Paris. Thierry Véron, c'est quoi l'illumination de Noël à la française? Vous parliez de tradition tout à l'heure, c'est très intéressant. On parle aussi de la nécessité de se renouveler, notamment pour les grands magasins, pour les marques. Il faut proposer des choses nouvelles, attirantes, attractives pour les enfants, pour les familles. Comment est-ce qu'on jongle? Mais en fait, ce qui est important, je pense que si tous les ans on fait des inaugurations de Noël, c'est aussi pour découvrir de nouvelles illuminations. Et c'est ce qui se passe en fait dans les petites rues de Paris. Et en fait, il y a à peu près 80 rues qui sont bien illuminées, en plus bien sûr des Champs-Élysées. Et des artères principales, des grands magasins, évidemment. Bien sûr. 80 rues seulement. Rues seulement, exactement. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'en fait, si on pouvait faire rayonner et illuminer davantage Paris, mais bon, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut continuer de ce côté-là et surtout avoir l'innovation sur un plan technique, mais sur un plan visuel aussi. Et je pense que ça, c'est très important dans les petites rues. Et d'ailleurs, peut-être sur les codes, garder les codes de la tradition de Noël qu'on connaît et utiliser l'innovation pour justement peut-être pimper un petit peu justement ce qu'on peut connaître dans le cas des illuminations de Noël. On peut assembler les deux, l'innovation et le côté et la tradition. Et c'est souvent à ce moment-là que c'est réussi. Qui a la compétence pour les rues de Paris, justement pour les illuminations? On sait que les commerçants, c'est à leur charge, je crois, c'est ce qui posait un peu question. Je parlerai un petit peu des petites rues, parce que je laissais M. Jamin parler pour les champs, qui est un petit peu particulier. Oui, c'est normal, à part, tout à fait. Dans tous les sens du terme. Dans les petites rues de Paris, c'est les associations de commerçants qui gèrent leurs illuminations de Noël. Pas d'association de commerçants, pas d'illumination. Ça, c'est la règle numéro 1. Il faut savoir que cette année... ils doivent les financer. Ils doivent les financer. Jusqu'à l'année dernière, la ville de Paris subventionnait à hauteur de 20%. Là, cette année, il y a eu une délibération au Conseil de Paris qui a fait que, du coup, il y a 3 ou 4 tranches. En fonction du budget des illuminations, on va avoir un pourcentage plus ou moins important. Donc là, je vois par exemple... C'est suffisant si on veut faire rayonner la magie de Noël dans toutes les rues de Paris. La magie de Noël coûte cher un peu. Et justement, c'était ma question suivante. Alors, combien ça coûte? Vous nous répondrez aussi, bien sûr, pour les grands magasins. Ça doit coûter à peu près 1 million d'euros, en sachant qu'il y a 3 grands financeurs. Il y a d'abord les 180 adhérents du comité Champs-Élysées qui donnent l'essentiel. D'accord. Ensuite, il y a un sponsor qui n'est pas mécontent d'associer son nom. Là, c'était celui d'EDF. EDF, Lavas, éclairage, EDF, électricité. On ne pouvait pas rêver mieux, d'autant plus qu'on a l'électricité verte et qu'on consomme à peu près ce qu'on consomme 2 familles sur toute l'année. Donc, c'est pas grand-chose. Et puis, le troisième, c'est la ville de Paris. Voilà, la ville de Paris, elle considère que c'est une partie des fêtes, une partie de l'attractivité. Mais sur ce que vous disiez, pierre à l'édifice. Et voilà, sur l'attractivité, moi, je voudrais saluer la rue de Pontieux, petite rue, qui est la seule qui est parallèle aux Champs-Élysées. On se dit, est-ce qu'il y a des rues parallèles aux Champs-Élysées? Il y en a une. Il y a la rue de Pontieux. Et ils ont commencé cette année à faire des illuminations. Donc voilà. Et puis cette année, on a été les derniers. Super. Ce qui est formidable, c'est qu'on a l'impression que les Champs-Élysées lancent, et devant nous sont passés l'avenue Montaigne, la rue Saint-Honoré, la rue de Pontieux, etc. Et on nous disait encore qu'on lançait. C'est formidable. Même quand on est après les autres, c'est quand même nous qui lançons. C'est vraiment... Petite compétition. Vous avez fermé le calendrier, puisque alors, on a aussi, nous, cette vision, et on se dit que dans les grands magasins, le BHV Marais est le premier. Et par tradition, on est le premier. Ensuite, le printemps, les Galeries Lafayette. Et on termine par les Champs-Élysées. Donc on a aussi ce même... Alors on est après vous, avant les autres. Mais tout le monde pense être le premier. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous qui est très attendu. Immanquable. Immanquable. Qui coûte cher.
pour les grands magasins aussi, c'est un investissement? Alors c'est un investissement, mais à la hauteur des retombées que l'on a. Alors justement, j'allais vous demander, il y en a vraiment? Ah, mais c'est le record de l'année. En termes, c'est une des seules périodes dans l'année où on a toutes les télés qui sont présentes, où on a toute la presse, les influenceurs. Donc il y a des millions de contacts qui sont visibles à travers cet événement. Donc finalement, l'investissement est finalement minime. Et derrière, dans les achats, ça se ressent aussi. On parlait de retombées, moi je pense aux retombées économiques, naturellement. Alors, évidemment, plus on va parler de nous, plus on va donner envie. Bien sûr. Et de lancer, en tout cas pour un grand magasin, de lancer de manière aussi festive et aussi joyeuse notre thématique de Noël, c'est aussi de révéler la façade, mais aussi les vitrines et tout l'intérieur du parcours, puisque en fait, après l'inauguration, nous on a poursuivi par une fête pour tous nos clients à l'intérieur du magasin, pour qu'ils soient les premiers à découvrir la magie et les installations prévues. Les installations prévues. Ce qui est formidable dans les grands magasins parisiens, et pour le coup, je me permets une généralisation, c'est qu'ils sont connus pour leurs vitrines de Noël qui ressemblent à des petits théâtres finalement. Et d'ailleurs, quand on y va, moi je me souviens d'y aller petite avec mes parents et de regarder ça comme on regarde un spectacle de Noël finalement. Mais bien sûr, et c'est en fait une tradition de génération en génération. Tout Parisien, ou même la France et le monde, vient voir les vitrines des grands magasins. C'est la seule période de l'année où les vitrines sont animées avec des automates. Donc c'est en soi des petites histoires, un théâtre, et ça crée des souvenirs fabuleux pour les petits, mais aussi les plus grands, parce qu'on voit qu'il n'y a pas que les enfants. Alors on a construit des petites estrades pour qu'ils puissent grimper, faire leur bien voir et mieux voir sans être gênés par les plus grands. Mais on a aussi des grands, et c'est ça qui est magique et qui perdurera, j'espère, toujours. Et à chaque fois, il faut raconter une histoire. Quelle est l'histoire que vous avez choisie sur les Champs-Élysées? La direction artistique, pardon. Non, alors nous, ce qu'on veut, c'est évoluer vers un public. Et c'est pour ça qu'on est fantastiquement heureux que Santa, qui avait déjà sauvé la cérémonie de clôture des Paralympiques où il pleuvait comme c'était pas possible. Elle est extraordinaire, et qui avait chanté artiste. Que je t'aime de Johnny Hallyday. Et bien là, elle est venue chanter Popcorn Salé. Et c'est fou, il y avait des gens qui étaient venus à 4h de l'après-midi parce qu'il y avait Santa. Et en même temps, on avait pris une des plus grandes bandes là, du Sud-Ouest qui nous a fait l'aviron bayonnais. On ne peut pas faire autrement. Allez. Voilà. Mais notre histoire, c'est que c'est un spectacle. C'est que les Champs-Élysées sont une scène et que Paris est un décor. Et qu'on a une chance, c'est que le fond de scène, c'est l'Arc de Triomphe. Et donc personne ne peut rivaliser. Et sur la fréquentation, le lendemain, parler de retombées, les Champs-Élysées, le lundi 25, étaient noirs de monde. Noirs de monde. Et probablement parce que le 24, il y avait eu un événement et que les gens se sont dit, tiens, j'ai envie d'en être. Où est-ce qu'on va se promener? On va se promener. C'est très, très bon. On va écouter quelques réactions de visiteurs, de passants qui étaient là justement à cette occasion. Ça les rend un peu plus vivants, c'est joli. Ça éclaire les champs un peu. Avant, c'était un peu vide, maintenant... Enfin, c'est les lumières de Noël, c'est iconique pour les Champs-Élysées. Je pense que Paris, que c'est la ville de la lumière, c'est extraordinaire. Et avec toute la lumière de Noël, c'est très joli pour les personnes qui sont de Paris et tout qui viennent à Paris pour voir. It was incroyable. I was very much impressed because we waited for half an hour. And we were ready for these slides because we saw these slides several years. But in any case, it was an unexpected show. We were very pleased. On voit les gens absolument ravis. Et les yeux qui brillent, hein. On est rentré dans cette magie de Noël. C'est la fête. C'est la fête. La fête qui commence et qui continue. Hein. Ensuite, ça prend de l'ampleur à mesure qu'on se rapproche de Noël. Il faut faire des cadeaux, il faut se rendre chez les commerçants. On va y revenir. Évidemment, une dernière question peut-être sur la direction artistique que vous avez choisie au BHV. Quelle est l'histoire que vous racontez? Alors cette année, c'est donc notre direction artistique a axé Noël autour de à l'heure de Noël, tous les préparatifs depuis j'envoie ma lettre au Père Noël jusqu'à je fête Noël, avec une grande fête le soir. Et un des éléments clés, c'est nos petits lutins facétieux qui font des bêtises un peu partout dans les vitrines et dans le magasin. L'idée, c'est d'avoir un Noël qui soit joyeux, festif, pétillant, très coloré aussi cette année. Et ça, c'était une volonté. J'aime bien le terme de pétillant que vous utilisez. Beaucoup
plus lumineux, à travers des couleurs aussi qui ne sont pas forcément les couleurs attendues au moment de Noël. Et c'est un parti pris de notre direction artistique pour apporter de la joie dans une période où on a bien besoin de paillettes. Vous l'avez dit, une période un peu morose quand même. Morose, et Noël reste Noël. Et c'est aussi un moyen de se sortir du quotidien un peu morose, un peu compliqué pour tous. Noël restant un moment fédérateur, festif, où les traditions de se retrouver en famille, entre amis, sont très importantes. Et quand ça brille et quand ça pétille dans les yeux de tous, on est content. On se met à la place des petits commerçants qui doivent mener ce chemin, ce travail qui est un travail d'envergure. On vient de l'entendre pour les Champs-Élysées, on vient de l'entendre pour le BHV, pour leurs enseignes. Alors pour le petit commerce, en fait, quand il y a des rues qui sont illuminées, où justement il y a des scintillements aussi dans les illuminations, on est très content d'avoir des grandes artères, les Champs-Élysées, les grands magasins et d'autres grandes artères, parce qu'en fait ça attire du monde. Et aussi, le monde, il vient aussi dans les petites rues à côté. Et ça fait tout un ensemble, et c'est ça qui est magique et qui est très important, parce que du coup, tout le monde peut en profiter. Et les petits commerçants, dans les rues, petites rues de Paris, leur intérêt aussi, c'est que c'est la période très importante de l'année. Bien sûr, des fêtes de fin d'année. Donc, ils ne peuvent pas passer à côté. Et ils sont nombreux à orner d'ailleurs leur vitrine également, sûr, dans des proportions qui sont moins impressionnantes que les 400 arbres de Noël, évidemment, sur les champs, ou que les vitrines incroyables des grands magasins. Mais ils sont nombreux à le faire. Tout à fait, on arrive à faire de belles choses aussi avec des petits moyens, et on a des commerçants, enfin on a même des clients et des riverains qui nous félicitent d'année en année dans certaines rues en nous disant c'est très bien. Et on essaie de faire aussi des petites inaugurations locales. Génial. Mais bon, par rue, par quartier, exactement. Entre associations de commerçants. Tout à fait, il y a même des associations qui rebondissent sur des événements important, ne serait-ce que le handicap. Là, je vois sur Général Leclerc, quand on a fait les illuminations de Noël, c'est un malvoyant qui a appuyé sur le bouton. C'est une personne qui est devenue malvoyante suite à une maladie rare, et cette maladie rare est dans la liste du Téléthon. Et on avait fait venir une chorale du Téléthon pour faire une collecte pour le Téléthon. Voilà, la boucle était bouclée. Oui, parce que Noël, c'est aussi une période de solidarité où c'est l'occasion de mettre en lumière, vous le disiez avec l'association que vous avez choisi de valoriser, c'est toujours un moment de solidarité aussi, de fraternité. On en a besoin dans cette période, tout à fait. Vous le disiez tout à l'heure, morose, compliquée d'un point de vue politique, social, économique. Justement, comment est-ce qu'on trouve, je tenais beaucoup à cette question, le bon équilibre entre les festivités, on veut se réjouir, vous l'avez dit, Noël c'est un moment important où on a envie de se faire du bien, on a envie de retrouver du sourire, et en même temps la réalité du quotidien des Français. D'abord, il y a une chose. Il ne faut pas être hors sol. Non, il ne faut pas être hors sol, mais il ne faut pas non plus gâcher la fête. Et le rassemblement des 150 000 personnes qui sont devant le podium des Champs-Élysées sont venus là pour avoir un moment où on oublie tout. On oublie la géopolitique. Donc c'est une parenthèse. On oublie la politique. C'est vraiment une parenthèse. Et vous me demandiez l'histoire qu'on voulait raconter, un peu l'histoire de la trêve olympique. On a passé 6 semaines d'enchantement, on a réussi à ce que Tony Estanguet vienne, et Tony Estanguet, il diffuse ce moment de neutralité, ce moment de bonheur, ce moment où on oublie un certain nombre de choses qui sont pénibles. Et ça, c'est clair. Mais par ailleurs, vous avez raison, il faut garder une certaine mesure. C'est pas l'année où les choses vont mal, où les choses sont difficiles. Les Français ne comprendraient pas qu'on dépense des sommes folles. Oui. Donc, par exemple, il y a un rythme de changement d'illumination qu'il faut suivre. Quelle est la bonne année pour changer d'illumination? Si vous le faites une année où on est évidemment tout le monde a des difficultés, on dit ils exagèrent. Ça passe mal. Inversement, et j'ai connu cela, quand vous les gardez trop longtemps, les gens disent ils auraient pu faire un effort. Donc il faut sentir entre ils auraient pu faire un effort et ils exagèrent le moment où ça tombe bien, et c'est ce qu'on essaye de faire avec quelque chose qui, comme c'est très populaire, comme c'est très ritualisé, comme c'est vraiment ce pétillement, on les appelle champagne, nous, pour le moment, c'est le nom des illuminations en ce moment. C'est assez facile de ne pas se tromper et de bien tomber, vraiment. Et ce qui est important, c'est vous d'égérie.
Oui, et en fait, on sait quand même les recettes qui fonctionnent et ce que veulent les gens, c'est du spectacle, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est du show, c'est de l'émotion, c'est des belles images aussi parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on a énormément, et en fait, c'est ce qui rend viral dans le monde entier finalement notre illumination. Tout le monde prend en photo et partage sur ses réseaux. Donc c'est la belle image. C'est la belle image, on cherche tous la belle image qui va faire le tour du monde, d'où une importance très forte, en tout cas pour nous, grands magasins, à mettre sur notre façade, puisque la façade du grand magasin au cœur du Marais, face à l'hôtel de ville de surcroît, est aussi une vitrine sur Paris. Donc on veut vraiment soigner les façades, les vitrines, pour que ces images soient photographiées. Et regardez, les images qui paraissent, c'est souvent l'extérieur des grands magasins, comme la rue en soi est un média en soi qui se partage dans le monde entier. Et c'est une porte d'entrée ensuite sur un univers. Et c'est une porte d'entrée et qui donne envie, en tout cas nous on espère, de venir découvrir plus en vrai. L'Algérie est importante aussi, il faut que ce soit quelqu'un d'aimé et populaire. Moi j'en ai choisi 5. Absolument. Louane, Tahar Rahim, Clara Luciani, Gilles Lelouch et Tony Estanguet. Et tous les 5, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont profondément aimés. Il faut que ce soit des gens qui communiquent, populaires, que ce soit quelqu'un qui serait inatteignable ou quelqu'un qui serait pas aimé. Trop confidentiel, ça marcherait pas. Son sourire était extraordinaire, Lelouch, tout le monde l'adore. Louane, c'est la fiancée de Paris, on l'aurait cru en tout cas. Et quant à Clara Luciani, avec cette chanson qui s'appelait Respire, je crois qu'elle a exprimé exactement ce que tout le monde avait dans le cœur. Donc il faut réunir en fait. Il faut réunir. Respire, c'était après 2 ans de Covid, une chanson qui partait. Et ça, c'était important. Et prendre en compte les enjeux de sobriété énergétique, on en a dit un mot au préalable, c'est extrêmement important parce qu'on sait que ces enjeux-là aussi sont très scrutés par les Français. C'est aussi une préoccupation des associations de commerçants. Oui, tout à fait. Dans les rues, les petites rues de Paris, on a aussi cette problématique, à tel point qu'il faut dissocier en fait la partie consommation et partie abonnement du compteur. Là, en fait, on consomme tellement peu d'électricité avec les illuminations dans les quartiers qu'en fait, on mutualise le compteur pour plusieurs rues qui s'allument. Ça, c'est malin. Oui, tout à fait. Après, mais voilà, c'est les petites astuces, des éléments techniques. Mais c'est les petites idées qui peuvent changer la donne in fine. Bien sûr, parce que la consommation est vraiment réduite avec les LED. Ça fait déjà très longtemps qu'on est passé en LED avec nos installateurs. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits au niveau des LED. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on pourrait s'appuyer aussi sur des grandes artères comme les Champs-Élysées qui ont impulsé cette volonté qui ont beaucoup travaillé sur un plan technique. Est-ce que justement ça pourrait pas aussi servir aux autres, bien sûr. Non, mais c'est vrai. On est absolument d'accord pour mutualiser le plus on mutualise. Non, mais on essaie déjà de réunir les comités Vendôme, Saint-Honoré, et Champs-Élysées et Montaigne. Vous avez senti que c'était un enjeu important ? Oui, on est en train de réunir les 4 comités qui font l'illumination de prestige, entre guillemets, à côté des grands magasins. Vendôme, Champs-Élysées, Montaigne et Saint-Honoré, pour essayer de voir si on ne peut pas faire quelque chose ensemble. Et puis, il y a une chose qu'on fait pour la diminution de l'électricité, c'est qu'on ferme plus tôt maintenant, et que là, je vais révéler un secret, du 24 novembre au 6 janvier, c'est moins long que du 11 novembre au 15 janvier. Et en fait, on a réduit la période pour faire œuvre d'abstinence électrique un tout petit peu. Un dernier mot, Valérie Chalessin, que deviennent ces décorations de Noël ? Alors, ces décorations sont recyclées, retravaillées, puisqu'en fait, chaque année, on a des millions de décors. Donc, pour une grande partie, on fait des dons dans des associations, des dons de décors, de mobilier qui n'ont pas été utilisés. Aussi, et qui peuvent resservir. Et qui peuvent resservir. Et je pense que comme vous, on est aussi très axé sur les actions solidaires. On a également l'association Les Petits Princes. Pour lequel donc, nous, on a un arrondi en caisse donc, dans nos achats. Et donc, l'arrondi en caisse est reversé au profit de l'association des Petits Princes. Parce que Noël, c'est aussi un moment de solidarité où on se tourne vers l'autre pour vivre ces festivités de Noël. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus nous parler de Paris et de ses habits de lumière. Et on enchaîne avec la culture. C'est parti.
s'est fait repérer sur Antenne 2 dans l'émission Le Petit Théâtre de Bouvard, compagnon de route de Muriel Robin. Vous l'avez sans aucun doute vu dans Les Visiteurs. Il est aussi indissociable du titre humoristique Chanson pour morale. Il est de retour sur scène et entier, c'est le nom du spectacle. Un spectacle grinçant au studio des Champs-Élysées. Didier Bénureau, merci d'être avec nous sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On est ravis de vous recevoir. On ne vous présente plus. Vous êtes auteur et comédien, on le dit pour la forme. Oui. Entier, c'est le titre de votre spectacle. Entier, parce que vous vous y jetez à corps et à cœur perdu. C'est vrai. Ou parce que vous y croisez des sketchs du passé et des sketchs d'aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. J'ai pris les sketchs phares, La Belle-Mère, Morales, et quelques anciens sketchs. Et puis, il y a une majorité de nouveaux sketchs, mais je voulais absolument faire un mix des deux, et ça marche bien. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de les associer au début? Maintenant, on sait que ça marche bien, mais est-ce que c'est au début, c'est parce que ça vous rassurait aussi d'aller sur des valeurs sûres et de vous prouver que vous pouviez aussi... J'avais peur que... Non, c'était pas pour me rassurer, c'est parce que je suis... Enfin, les gens veulent entendre La Belle-Mère, Morales, et donc je leur fais, et moi, et quand le public est dans la salle, je prends du plaisir. Même si je l'ai fait 10 000 fois, mais je prends du plaisir avec le public. Il faut prendre, de toute façon, sur scène, enfin, surtout dans un spectacle d'humour, faut s'amuser, quoi. Si on s'amuse pas et qu'on fait les choses mécaniques, à côté, hein. Ah oui, il y a un partage. Et le public vous le rend bien. C'est comme au ping-pong, on envoie la balle et puis voilà. Il faut un coéquipier. Vous, votre meilleur coéquipier, c'est le public. Un public qui vous a adopté, et ce depuis des années. C'est quoi la méthode, c'est quoi la clé justement de cet amour avec le public, de cette réciprocité? La seule réponse, c'est j'essaye de me faire rire moi d'abord. C'est-à-dire que quand j'écris des textes, j'en enlève beaucoup. J'essaie que ce soit... original, et puis que ça me fasse rire, vraiment, que je dis pas tiens, les gens vont rire, non. D'ailleurs, il y a des choses, parfois, je me suis dit, mais les gens je vais trop loin. Il y a par exemple un rap qui s'appelle... Vous, des fois? Oui, il y a un rap qui s'appelle Besta Femme, et je me suis dit, mais ça se trouve, ça va... Parce que ça va quand même très, très loin. Et en fait, c'est des conneries, c'est pour faire rire, c'est pas... Et donc je me dis, ça me fait rire, mais j'avais très peur que ça passe pas très bien, et en fait... Ça passe du tonnerre. Vous avez aussi cette attitude très clownesque, c'est votre manière de caricaturer les personnages, la gestuelle, les mimiques, la voix. Ça vous plaît aussi, ce côté très théâtral, finalement? Ah oui, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un personnage qui ressemble à l'autre dans sa façon de bouger, de marcher, j'allais dire, de son physique. Moi, j'essaye de mettre l'émotion. Il y a un petit garçon, par exemple, ou il y a des personnages odieux, mais ça vient tout seul, en fait. Si le texte est bien... Il ne faut pas qu'il y ait de bavardage, il faut qu'on avance dans... Qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, et ça vient... c'est le texte qui me joue un CRS. Vous rentrez dans le personnage. Oui, et je le sens physiquement. Bon, c'est un imbécile, mais non, c'est pas marrant, en même temps. Mais c'est pas parce qu'il est CRS. Moi, j'ai rencontré d'ailleurs des CRS et on a discuté. Enfin bref. C'en est des caricatures de personnages, c'est le jeu. Exactement. Hein. C'est ce qu'on vient voir. De toute façon, tous mes personnages sont... J'aurais des questions sur ces personnages. On vous voit vous tordre de tout votre être, dans tous les sens. Une diction parfois accidentée, des fois traînante, une voix suraiguë, grinçante, très dans les graves, les postures, la démarche, quelques perruques parfois. Vous disposez d'une palette de jeux qui est renversante. Est-ce que c'est avant tout parce que vous êtes un fin observateur de la vie et des gens? Est-ce que vous allez chercher chez un tel, vous dites « Oh, cette mimique-là, oh, ce sourire, oh, cette voix ». C'est un mélange parce que... Je peux pas me souvenir de... Je regarde les gens, hein. Si je suis dans un bar, je regarde, ça m'intéresse. Je vois des gens, je vois des... J'allais dire des caricatures parfois, ce sont des caricatures d'eux-mêmes, mais en fait, quand j'écris, oui, je pense, j'essaie de dessiner un personnage, parce que je sais que c'est comme ça que je vais arriver à l'incarner. À l'incarner. Donc c'est à vous glisser dans la peau de ce personnage. Ah oui,
Enfin, je pourrais même faire tout Devenez ce personnage. Ah oui, je le vois, je l'imagine. Et c'est... Après, il faut pas... C'est ce que je dis, c'est qu'il faut laisser la place au physique. Oui. C'est-à-dire, si c'est trop bavard, il faut des temps. Il faut qu'il n'y ait pas trop. C'est comme des dialogues dans un film, un peu, ou même au théâtre. Les dialogues, il ne faut pas qu'ils soient bavards. Il faut qu'à chaque fois qu'ils racontent quelque chose qui ait de l'air et qu'on voit le personnage. Bon, on regarde certains de ces personnages, on regarde ça en images surtout. Je suis intraitable, je suis infatigable, je suis un véritable phénomène sexuel au potentiel illimité. Je suis Jean Cocteau, le grand poète. Tiens, prends ma main et marche devant moi. Je te précéderai par derrière. J'ai décidé, pour les plus modestes d'entre vous, d'une aide financière de près de 14 milliards d'euros pour les Français les plus riches, afin d'enrichir les plus pauvres. Car plus les riches sont riches, plus les miettes sont grosses. Et il y a quelque temps, j'ai été au ministère des Anciens Combattants. Bah si. Pour savoir si j'avais droit à une pension. Suite au mauvais traitement que j'avais subi à la Libération. C'est grinçant, ça nous fait rire. Et puis on remarque quand même que vous êtes omnibulé par les sales types, les ratés. Qu'est-ce qu'ils ont que les autres n'ont pas? Oh, oui, je pense pas comme ça, non. Oui, ils sont à côté de la plaque. Oui, c'est plutôt ça, ouais. Ça, c'est vrai. C'est pas forcément des ratés, parce qu'il y a des personnages, on a envie de les... Enfin, moi, j'aime bien la nature humaine, j'aime bien rencontrer des gens qui sont très différents de moi. Mais on a envie de les rencontrer pour s'en moquer, pour les confronter, pour leur poser des questions. Ouais, bah oui. Ouais. Bah oui. Pour les comprendre. Pour les comprendre, bah oui. Alors c'est des tordus, en tout cas. C'est des tordus, oui. Et vous les exploitez, vous allez tirer finalement l'essence de ce que c'est que d'être tordu. Oui, c'est des caricatures, c'est comme dans les journaux, les dessins caricaturaux. C'est une caricature. Mais il y en a qui, dans la vie, qui sont de vraies caricatures. Qui sont vraiment comme ça. Ah oui. Mais vous nous dites, il faut pas les haïr, finalement. Ah non, moi il faut apprendre à les aimer, il faut voir ce qu'il y a de beau. On est au spectacle. Bah oui, là je vous le confirme. Oui, mais je veux dire, dans la vie, si on regarde bien, il y a des spectacles. Dans la rue. Ah oui, regardez les gens. Au travail. Bah oui, c'est ça. Bien sûr, c'est très. Et puis je pense que les comédiens, en règle générale, aiment bien regarder les autres. Et c'est comme ça qu'on construit aussi, j'imagine, ces personnages. Est-ce que c'est une mosaïque de comportements, des gens que vous avez croisés, des attitudes que vous relevez? Vous vous abreuvez finalement quand même de la vie des gens. Est-ce que le CRS existe? Bah, j'ai discuté avec un CRS, mais justement, en fait, c'est en discutant avec lui, qui était un CRS... je roulais sur le trottoir en vélo, ça se fait pas. Et il me dit, monsieur, vous savez que je pourrais vous mettre une amende. Oui. Je lui dis, ah oui, c'est vrai, oui, bah, j'ai pas fait gaffe, voilà. Et puis tout à coup, il me dit, mais vous êtes Pénureau? Alors je dis, ah bah oui. Quoi? Ah bah alors. Et elle dit, ah bah je vous adore. Ah bon? Et bref. Malgré ce sketch sur le CRS. J'ai discuté. Non, parce que l'avait pas vu, c'est dans le nouveau spectacle. Il l'avait pas vu. Mais voilà. Mais de toute façon, je vais pas prendre. Il y a des CRS qui, moi, j'ai rien contre les CRS d'ailleurs, hein, mais moi, je m'intéresse que quelle que soit la profession à ceux qui leur manque des neurones, quoi. C'est tout. Il y en a partout. Et ils sont incarnés dans tout. Ou des gens excessifs qui sont. C'est des caricatures, donc plus c'est caricatural et plus ça marche. Et plus ça marche. Ça vous est arrivé une fois de vous marcher dans la rue, vous croisez quelqu'un et vous vous dites bim, c'est un personnage pour. Je regarde les gens dans la rue. Ah oui. Mais après ça revient. Je me souviens plus
qui c'était. Mais ça vous revient et ça vous permet de construire. Je regarde les gens, les gens que je croise dans la rue, je regarde. Ouais. On se rend compte d'un truc, c'est que c'est parfaitement jubilatoire. Déjà, on rit beaucoup. Oui, c'est le but. C'est hilarant, c'est grinçant aussi. Ça nous dérange un peu parfois de rire, mais tant mieux. Ça fait du bien de se réjouir des turpitudes des autres. Ça fait du bien de faire rire les gens. Vous, ça vous fait du bien? Oui, parce que j'arrive parfois fatigué sur le spectacle. Je me dis, oh là là, je suis fatigué. Ça va. Et en fait, c'est pareil pour tous ceux qui font du théâtre devant un public. C'est gratifiant. Et pourtant, ça demande une énergie folle sur scène. Oui, ça me donne beaucoup. On l'a vu sur les images, mais c'est encore bien plus impressionnant quand on est dans la salle, évidemment, et qu'on vous regarde incarner, prendre le poids de chacun de ces personnages, bouger à leur manière. C'est de l'énergie, énormément d'énergie. C'est beaucoup d'énergie, oui. Mais ce qui est marrant, c'est que il m'arrive d'arriver fatigué, et quand je ressors, je me sens plus léger. Génial. Et je me sens bien. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on se rend compte, au travers de ces sketchs, qu'on reconnaît des traits de caractère, sans forcément être dans la caricature pour tout le monde. Mais je pense par exemple à l'enfant anti-écolo qui trouve que la nature est mal rangée, je pense au président de la République méprisant, je pense à l'affreuse maman de Patricia qui fait des remarques désagréables, déplacées, le travesti collabo. Odieuse. Mais oui, le racisme, le misanthrope, c'est aussi des traits de caractère, c'est la comédie humaine, c'est forcément des gens qu'on a croisés. Ah oui. Pas forcément dans cet état-là, mais c'est génial. Mais c'est des gens qui peuvent avoir des états absolument horribles, qui peuvent dire moi j'ai entendu des gens racistes, mais c'est incroyable. Et vaut mieux en rire, c'est ça? Il vaut mieux vaut mieux en rire, oui. Vaut mieux en rire parce que c'est pitoyable. Et ceci dit, je parle pas tellement de racisme dans mon spectacle, non. Mais les gens odieux, il faut se foutre de leur gueule, oui. Une dernière question peut-être sur ce que le recul sur la vie vous a apporté. Est-ce que c'est une gourmandise renouvelée, peut-être le feu nouveau sur scène, toute cette expérience, tous ces moments sur scène, ces rencontres avec des gens, ces constructions de personnages, qu'est-ce que ça vous a apporté sur ce spectacle? Ça m'a apporté, ça m'apporte toujours, que ce soit ce spectacle ou les autres. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand je me souviens d'une dame, par exemple, ça m'a fait très plaisir. C'était une vieille dame. Et je faisais un sketch qui s'appelle La femme du député. Et qui est odieuse, vraiment... qui dit qu'elle a sucé Pompidou. Enfin, c'est une espèce de folle. Et je lui dis, mais quand même... Et cette vieille dame vient pour faire signer un autographe sur l'affiche. Et je lui dis, mais madame, il n'y a rien qui vous a choqué dans le spectacle? Non. Alors elle me dit, bah non. Je lui dis, quand même... La femme du député qui dit qu'elle a sucé Pompidou, enfin, ça se fait pas quand même. Alors elle me dit, ah bah non, mais c'est pas vous, c'est la dame, c'est pas vous. C'est génial. Et là, vous avez gagné, là, vous vous dites que... Bah oui, elle a vu un personnage, et puis elle a dit, en plus, elle avait bu. Donc tout va bien, c'est pardonné. Si ça se trouve, c'est même pas vrai, enfin, elle se faisait son film. Chacun se fait son imaginaire, bien sûr aussi, et s'approprie ses moments sur scène. Oui. C'est ça, c'est Et quand toute la salle chante en chœur, qu'est-ce que ça vous fait? C'est très agréable, oui. Oui, ça arrive. Ça arrive souvent? Non, ça arrive pas souvent, non. Mais reprend, redonne? Oui, ça peut arriver, oui. Mais c'est pas... oui, ça fait plaisir, mais les applaudissements tout autant, enfin... Si les gens se lèvent à la fin, parfois, c'est très agréable. Je suis sûre qu'ils se lèvent à chaque représentation. Non, pas à chaque représentation. Merci beaucoup Didier Vinero d'être venu nous parler de votre spectacle entier au studio des Champs-Élysées. C'est grinçant, c'est drôle, c'est dérangeant. Ça vous ressemble un peu? Un petit peu. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci, on passe à la conso avec UFC Que Choisir.
très bien. Merci beaucoup. Très bien, très agréable. Le scandale des médicaments périmés. UFC Que Choisir révèle que les médicaments considérés comme périmés conservent leur efficacité des années après la date limite d'utilisation. Un gaspillage honteux qui mène à d'inutiles pénuries. On va en parler avec Perrine Venetti. Vous êtes rédactrice en chef de Que Choisir Santé. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. 8 médicaments sur 10 gardent 90% de leur efficacité. Et ce, combien de temps après la date de péremption? Longtemps. Longtemps. La plupart des médicaments qu'on a testés, puisqu'on a testé, on les a fait analyser dans un labo, avec quelques années de péremption, mais on est remonté loin dans le temps, et notamment un qui avait plus de 30 ans, et dont on a constaté qu'il avait encore 100% de substances actives. Donc, on n'en fait pas une généralité, ça ne veut pas dire c'est vrai pour tous les médicaments, mais ça donne quand même une tendance, s'est servi de ça pour lancer l'alerte en disant il serait peut-être temps de revoir la façon dont on pose ces dates et s'assurer qu'on n'est pas en train de faire un gros gaspillage. Est-ce qu'on prend des précautions maximales sur les médicaments parce que justement ce sont des médicaments qui sont directement liés à notre santé, potentiellement à une maladie? Oui, c'est normal d'avoir une petite marge de sécurité. Mais là, elle est trop forte. Elle est trop forte, tout le monde le sait. Enfin, si on a fait ce test, on ne s'est pas dit « Oh tiens, par hasard ». On avait de très bonnes raisons de penser que c'était le cas, parce que d'autres que nous ont déjà fait des tests, notamment... Oui, en 2018, des scientifiques allemands avaient mené des investigations en arrivant aux mêmes conclusions. C'est vrai aussi aux USA pour la Food and Drug Administration. 3000 lots, 120 catégories de traitement, 88% de durée de vie, 1 an et plus, avec une extension bien supérieure, hein, c'est ce que vous nous expliquez. Elle est souvent jusqu'à 5 ans d'extension. Et c'est vrai que aux États-Unis, en fait, c'était le socle de l'armée. Ils ont des énormes stocks. Alors eux, l'idée de jeter des choses qui n'ont pas été utilisées, qui pourraient encore servir, il y a un vrai enjeu financier. Bien sûr. Et, dans le contexte... et puis éthique aussi, on le sait, on voit les pénuries de médicaments. Oui, c'est ça. Dans le contexte actuel des pénuries, l'idée de pouvoir étendre les dates de péremption... Ça a du sens. Ça a du sens. Et c'est fait de façon très exceptionnelle, justement, quand il n'y a plus rien, il arrive que les autorités de santé prolongent... Décalent certaines dates. Ce qui est la preuve que c'est possible. Que c'est pas si grave. Quels sont les médicaments sur lesquels vous vous êtes penché le plus sérieusement? Est-ce que ce sont des médicaments du quotidien? Oui. Alors nous, on est une association de consommateurs, donc on représente les usagers, on n'est pas des médecins, on n'est pas des pharmaciens. Donc on est parti de ce qu'on avait dans nos pharmacies et qu'on peut prendre par soi-même, c'est-à-dire des antidouleurs, du paracétamol, le Doliprane, de l'ibuprofène, le Nurofen, des choses devant lesquelles chacun un jour, en ouvrant sa pharmacie, regarde la boîte en disant mais est-ce que je peux prendre ça ou pas? Voilà. Et alors, c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte justement que le principe actif lui-même restait intact, en tout cas presque intact dans la majeure partie des cas. Comment est-ce qu'on est pour autant certain qu'on ne court aucun risque? Parce que si on prend ce parti pris, on se dit, bon, la date de péremption ne vaut pas grand-chose, je peux aller bien plus loin, bien au-delà. Comment est-ce qu'on reste en sécurité par rapport aux médicaments? Alors, je vais répondre en 2 temps. Sur des médicaments comme des antidouleurs qui vont pas vous sauver la vie, le petit risque qu'on prend là, c'est une petite baisse d'efficacité, ce qui n'est pas dramatique en termes de santé. Et pour parler plus largement, c'est pour ça que nous, on a saisi les autorités de santé en disant « donnez-nous des dates fiables ». C'est-à-dire, parce que chacun peut pas dire... En fait, vous tirez une sonnette d'alarme et derrière, vous espérez que les autorités de santé proposent de nouvelles dates de péremption. En fait, nous, on voulait poser le sujet sur la table. Bien sûr. Parce que les médecins qu'on a interviewés, les sociétés savantes, en fait, c'était pas quelque chose de si secret que ça. Les gens disent oui, on sait. Il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est compliqué à cause de la date, parce que c'est réglementaire. Et en fait, il y a 2 questions dans la péremption. Il y a la quantité de substances actives, donc l'efficacité, et il y a la toxicité. Est-ce que, en vieillissant, le médicament produit... C'est le plus important, une toxicité quelle qu'elle soit. Alors, sur les 2 types de médicaments qu'on a testés, on savait par la littérature scientifique et par l'absence de problème en réalité... Qu'il n'y avait pas de question de toxicité. Qu'a priori, il n'y avait pas de substance de dégradation problématique. Ça peut arriver, je crois, parfois sur l'aspirine, parfois sur les antibiotiques. Donc, c'est là où il faut qu'on continue à avoir des dates, quoi.
D'accord, des dates, mais des dates plus fiables et peut-être plus proches du réel aussi. Ce qui est compliqué, on le comprend bien, c'est l'unicité des cas. Chaque individu est particulièrement unique, a des besoins qui lui sont propres, des maladies aussi parfois qui viennent compliquer l'état de santé de chacun. Finalement, c'est difficile quand même de faire au petit bonheur la chance en se disant bon, j'imagine que cette boîte, je peux aller un peu plus loin. C'est pour ça que vous attendez que les agences de santé prennent le relais, hein, c'est important. C'est pour ça qu'on l'a fait sur des médicaments pour lesquels on était relativement confortable. Je veux dire, du paracétamol périmé, il y a plein de gens qui en ont pris, j'en ai pris, vous en avez peut-être pris, et on sait qu'on ne prenait pas gros risques en disant, pour la santé. Avec 1 ou 2 ans de date de péremption dépassée, il n'y a pas grand risque, mais qu'on a voulu élargir en demandant à l'Agence du médicament et au laboratoire de se pencher sur le sujet. De se pencher sur le sujet, d'autant que c'est un sujet aussi écologique. Tout à fait. Justement, j'allais venir à l'impact environnemental. Il est absolument énorme quand on voit le nombre de boîtes de médicaments qui sont jetées tous les ans, et derrière la surproduction, hein, forcément, en conséquence. Est-ce qu'on a une idée du coût environnemental ? Alors, ça n'a pas été vraiment mesuré, parce que pour ce faire, il aurait fallu savoir que les dates de péremption n'étaient pas bonnes. Vous voyez, c'est le chat qui se mord la queue. Exactement, ça s'entretient. Ce qu'on sait, c'est que jeter quelque chose qui est encore utilisable, surtout dans la crise écologique actuelle que l'on vit, il faut qu'on ait une réflexion de consommation sur la sobriété, le juste besoin. On ne peut pas avoir un discours sur le recyclage, la réutilisation, la seconde main et jeter des médicaments qui sont des substances actives qui, normalement, ne finissent pas dans l'environnement mais restent quand même détruites. Et puis vont dans le flux de la gestion des déchets, évidemment, on le sait. Hein. Ouais. Et ça rejoint le sujet du coût financier qui lui aussi est très important, on le sait. C'est vrai à toutes les échelles, hein. C'est vrai pour les pharmacies, c'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les hôpitaux, oui, notamment. Alors, il y a des études qui ont été faites, mais là encore aux États-Unis, qui montraient que ça avait un coût vraiment pas négligeable. Plusieurs milliers d'euros par an pour un hôpital. Oui. Mais on n'a pas trouvé en France d'équivalent. Mais là encore, parce qu'il faudrait se dire, ah mon Dieu, je jette des médicaments parce qu'ils sont périmés alors que je pourrais encore les utiliser. Et nous, c'est vraiment cette réflexion-là qu'on a eu envie d'initier. Sans même mentionner, vous l'avez dit tout à l'heure, les pénuries qui pourraient elles aussi être évitées. On sait qu'il y a des tensions, notamment dans ce contexte géopolitique compliqué. On sait qu'il y a des questions d'approvisionnement de certains médicaments qui posent question. Et même sur le paracétamol. Qui est une molécule de référence, presque du quotidien, etc. Sur les antibiotiques aussi. Donc nous, on n'a pas fait de test sur les antibiotiques, mais aux États-Unis, dans les études qu'on a pu voir, il y avait des antibiotiques qui étaient encore valables après la date de péremption. Aujourd'hui, comment on gère nos armoires à pharmacie en tant que consommateur en attendant que les agences de santé se prononcent ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les médicaments que nous, on a testés, c'est des formes solides, des cachets, des comprimés, des gélules, parce qu'on sait que c'est les formes les plus stables. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air, ça tient bien le coup. Sur tout ce qui est liquide, pommade, en particulier si c'est ouvert. Alors là, quand c'est ouvert, il n'y a même plus de date de péremption qui compte, c'est la date d'ouverture. Donc, toutes les formes liquides qui ont déjà été ouvertes... On jette. On jette, on utilise et on jette. On écrit la date d'ouverture dessus. Ça, c'est un bon réflexe à avoir. Comme ça, on sait à peu près si c'est un traitement chronique, si on peut continuer ou pas. Et par contre, sur ce qui est les formes solides... pas de raison de s'inquiéter. Et puis, on peut peut-être aller prendre des informations chez son pharmacien aussi. Il y en a qui doivent être quand même plus informés que d'autres sur le sujet. Les pharmaciens, ils sont comme censés suivre la réglementation. Et ils sont comme nous aussi, à Que Choisir. Ils sont un peu bloqués par cette date, raison pour laquelle je reviens encore sur le fait qu'il faut qu'on ait des dates qui reflètent la réalité et qui ne soient pas juste une précaution administrative. À quel horizon est-ce qu'on peut espérer ça ? Alors là, je sais qu'il y a des discussions en cours à l'Agence du médicament, justement dans des cercles de réflexion pour minimiser l'impact écologique des soins. Mais... Bon, c'est une des lignes du sujet et on suivra ça de près, évidemment. Merci beaucoup, Perrine Vénétier, d'être venue nous parler de ces médicaments qu'on utilise au quotidien qui périment ou pas, justement, pour éviter d'inutiles pénuries. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue nous en parler en plateau. Moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. Excellente soirée, à demain.